Je vais vous présenter la dernière conférence de ce soir, animée par Stéphane Tétart. Il est avec nous pour la première fois cette année et je suis sûre que ça ne sera pas la dernière. Stéphane est naturopathe. Il va nous présenter une conférence passionnante qui s'intitule Une alimentation pour plus de conscience. Prenez note parce qu'il va vous donner plein de suggestions et de petits conseils. Bonjour, je suis Stéphane Tétart, naturopathe, spécialisé dans les intolérances alimentaires, les intoxications aux métaux lourds et la fatigue chronique. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer une conférence sur le thème « L'alimentation pour élever notre conscience ». J'organise des ateliers, des stages et je prends en consultation des personnes sur ces thèmes-là. Il n'y a aucun doute qu'il y a un lien direct entre l'alimentation et la santé. Mais il y a un lien aussi entre ce que vous mangez et l'état de votre morale, votre capacité de concentration, votre psychisme en général et aussi votre niveau de conscience. Nous allons donc voir aujourd'hui les aliments qui favorisent cette élévation de conscience, ceux qui, à contrario, empêchent cette élévation et aussi ceux qui sont assez utiles dans notre société, les aliments qui sont dynamisants, qui nous donnent l'énergie d'agir et de matérialiser dans le monde réel nos projets. Attention, je ne vous dis pas que l'alimentation va vous permettre d'élever votre conscience. Il s'agit bien d'un travail bien plus global. Par contre, au cours de mes consultations, au cours de mes propres pratiques, j'ai pu remarquer que certains aliments favorisaient justement cette élévation, ce travail, alors que d'autres l'empêchaient. D'ailleurs, dans l'Ayurveda, on trouve des aliments, une classification plutôt, que sont les gunas, qui sont les propriétés des aliments, ou d'autres choses, mais là on s'intéresse aux aliments, qui sont justement les gunas qui permettent d'élever, ceux qui permettent de poser et ceux qui permettent d'agir. L'Ayurveda est la science de la médecine traditionnelle de santé indienne. Elle est très intéressante puisqu'elle est assez simplifiée pour être compréhensible par tous et dans ses différents aspects, elle prend en compte la qualité des aliments. Ce qu'on appelle les gunas, que nous allons étudier un peu plus loin. Il y en a trois. Le premier favorise l'élévation du mental et de la spiritualité. Ce sont les aliments qui sont sattviques, sattva. La deuxième, ce sont les aliments qui favorisent l'énergie, la force d'action, donc le matériel. Là, ce sont les aliments qui sont rajasiques. Et enfin, les aliments qui empêchent l'un et l'autre, ce sont les aliments tamasiques, qui nous empêchent d'avancer physiquement ou psychiquement. Nous allons commencer par les aliments qui, au contraire, nous empêchent d'avancer. Ce sont les aliments qu'on appelle tamasiques, qui contiennent beaucoup du guna tamas, c'est-à-dire c'est toutes les propriétés qui nous empêchent d'avancer physiquement et mentalement. Les aliments tamasiques sont des aliments, comme je disais, qui empêchent l'élévation de l'esprit, le développement du corps. C'est ceux qui favorisent la passivité, l'ignorance, qui pousse à l'immobilité. C'est tout ce qui empêche le bon mouvement dans la bonne direction. Et vous allez voir que ces aliments sont nombreux et que vous en connaissez pas mal. Ce sont les aliments qui sont défraîchis, sans vie, qui n'ont pas de goût, ou au contraire qui ont un goût fort, ou une odeur trop marquée. Ce sont les aliments qui ont été dénaturés, raffinés, transformés, ce qu'on trouve dans notre alimentation industrielle. Dans le détail, ce sont les viandes, les aliments qui ont été conservés trop longtemps, les conserves bien sûr, les aliments qui ont été réchauffés, le vin, l'alcool, les aliments raffinés, les fruits, les légumes qui sont soit trop mûrs, soit pas assez mûrs. Pensez à ces bananes vertes qui ont fait le tour du monde, ou au contraire ces fruits complètement blettes qui sont sans saveur et désagréable à manger. Vous avez aussi les poissons et les œufs. Ces deux derniers, nous en reparlerons un peu plus tard. Manger des aliments en très grande quantité, se remplir l'estomac et le faire exploser. Manger des aliments qui sont trop cuits, ou au contraire, pas assez cuits, tout ça est tamasique. La nourriture industrielle, la junk food, en est exactement l'illustration. Vous avez des aliments qui sont sans vie, qui ont été raffinés,
qui ont été transformés au-delà de l'imaginable. On vous vend des graisses hydrogénées qui se conservent des années, auxquelles on rajoute des additifs, dans lesquels il y a des résidus de pesticides. Il faut savoir que la plupart des pesticides sont des neurotoxiques pour l'animal, mais aussi pour l'homme. Neurotoxiques, c'est-à-dire qui tuent le cerveau. Donc vous imaginez bien que votre conscience, elle a du mal à se développer dans ces conditions-là. Après l'alimentation tamasique, nous allons voir l'inverse, l'alimentation sattvique. C'est l'alimentation qui, au contraire, nourrit notre esprit et permet son élévation. Elle apporte l'énergie mentale et spirituelle, apporte la joie, la pureté, la recherche de la vérité, dégage l'esprit et apporte une énergie globale, surtout dans la sphère mentale et spirituelle. Ce sont les aliments qui sont frais, juteux, naturels. S'ils sont sucrés, c'est leur sucre naturel, pas du sucre rajouté. Ils sont peu transformés ou pas du tout. Ils sont surtout encore pleins de vie, pleins de vitalité. En pratique, ce sont les fruits et les légumes bio de préférence, rappelez-vous les pesticides. Ce sont les céréales, mais complètes, les légumineuses, les noix, les amandes, les noisettes et tous les oléagineux en général, les petites graines comme le sésame, la courge, le tournesol et bien d'autres encore. Vous avez aussi les herbes, toutes les herbes, les épices, si elles ne sont pas trop fortes par contre. Les algues, les graines germées et le lait frais. Alors ça peut surprendre beaucoup de personnes, le lait frais. Alors déjà, je précise frais, c'est-à-dire c'est pas du lait UHT, c'est pas du lait industriel. C'est du lait qui vraiment n'a subi aucun traitement. Donc c'est déjà pas facile d'en trouver dans nos contrées. Chez certaines personnes, le lait est un problème. Évidemment, si un aliment est un poison pour vous, vous pose des problèmes digestifs, vous pose des problèmes de santé, cet aliment-là n'est plus sattvique, puisque c'est un aliment qui est fragilisant. Si vous êtes allergique par exemple aux amandes, c'est la même chose. Si quand vous mangez les amandes, votre tête gonfle, vous faites une crise d'allergie, dans ce cas-là, n'en prenez pas. Pour vous, ce n'est pas sattvique. Il est important de bien comprendre que c'est une famille d'aliments et qu'ensuite, il faut qu'elle soit en accord, de prendre les aliments qui sont en accord avec ce que vous êtes, avec ce que vous pouvez digérer ou ce que vous ne pouvez pas digérer. Pour être tout à fait franc, dans le cadre de mes consultations ou dans mes ateliers, je ne recommande pas le lait. Le lait pose dans nos contrées beaucoup trop de problèmes, certainement parce que nous en avons abusé et que notre corps s'est mis à surréagir à quelque chose qui ne correspond pas au fondement de notre biologie. Je vous l'ai listé parce qu'il fait partie de l'alimentation sattvique recommandée par l'Ayurveda. J'avoue que dans la pratique que j'ai, je ne recommande pas trop les produits laitiers en général. L'Ayurveda considère que les légumes aériens sont plus sattviques, sont plus chargés de vie et d'énergie que les aliments qui poussent sous la terre. Ce qui veut dire que les racines, notamment par exemple les pommes de terre, les carottes, sont un petit peu moins sattviques. Personnellement, en fonction des aliments, par exemple, je considère que les carottes, les navets, ce genre de petites racines, les topinambours apportent beaucoup de vie. Celles qui n'apportent que principalement de l'énergie, comme les pommes de terre notamment, je les classe en dernier dans mes aliments recommandés. C'est de toute façon la variété de légumes qui est équilibrante. C'est-à-dire que si vous mangez que de la pomme de terre, par exemple, vous allez manger un déséquilibre. C'est pour ça que dans beaucoup de traditions, on recommande de manger des légumes, mais en mélange. Par exemple, la médecine chinoise recommande de mélanger 5 couleurs, 5 saveurs de légumes, c'est-à-dire de mettre 5 légumes, non pas en une journée, mais en un seul repas. D'autres traditions recommandent de mettre les 4 états du légume. Un légume racine, un légume bulbe, comme l'oignon par exemple, un légume feuille, on va prendre l'épinard, mais aussi simplement les herbes comme le persil, et un légume fruit, par exemple la courgette. En mélangeant les différentes familles de légumes, vous apportez à votre corps toute une variété d'éléments vitaux qui sont très dynamisants. En prenant le meilleur aliment du monde, mais en ne mangeant que lui, vous créez forcément un déséquilibre. Donc, dans le sattvique, il y a aussi une variété. Il est possible de rendre des aliments encore plus sattviques.
Par exemple, en les préparant avec amour, avec conscience. De l'autre côté, c'est aussi en les mangeant avec amour et conscience, en les mâchant bien, mais surtout en ayant la conscience de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas manger en lisant un livre ou en regardant une émission, même de spiritualité la plus élevée. Votre conscience n'est pas dans ce que vous mangez. Alors je ne vous dis pas quand vous mangez en regardant les actualités ou des choses comme ça. La mastication est très importante, dans 2 dimensions. La première, simplement physiologique. Si vous mâchez bien, la digestion se passera beaucoup mieux, puisque votre digestion commence dans la bouche. Les dents réduisent en purée votre alimentation, pas des petits morceaux, en purée, et la salive commence à digérer tous les amidons grâce à l'amylase. Si vous mâchez bien, votre digestion est simplement à moitié faite. Votre estomac n'a absolument pas besoin de finir de réduire en purée les aliments, alors que lui n'a pas de dents, donc c'est pas facile pour lui. Et donc, vos intestins n'ont aucun problème à récupérer l'intégralité des vitamines et des minéraux. Ça, c'est le point de vue physiologique. Mais énergétiquement aussi, vous avez tout le temps de vous imprégner du prana de ce que vous mangez. Donc, prendre l'habitude de bien mâcher, de mâcher posément, de mâcher en conscience, est très importante énergétiquement et en termes de santé. Et en plus, c'est un vrai plaisir de découvrir chaque subtilité qui se cache derrière chaque bouchée. Mais à contrario, vous pouvez aussi transformer ces bons aliments sattviques en aliments tamasiques. Comment faire pour transformer un aliment santé qui permet votre élévation spirituelle en alimentation plombante? Très facile. La première, une trop grande cuisson. Une trop grande consommation. Dès que vous consommez trop d'un aliment, vous rentrez dans un déséquilibre qui n'est plus favorable à la santé, et encore moins à l'élévation spirituelle. La cuisson est très importante aussi. En effet, l'aliment cru est plein de vie. Par contre, tout le monde ne peut pas digérer des aliments crus, notamment les personnes qui sont particulièrement frileuses. Donc ils ont intérêt à utiliser la cuisson douce, ou une cuisson qui va décreudir l'aliment. Donc on a la cuisson à la vapeur, la cuisson à l'étouffée, le wok. On va dire que c'est un compromis où on met du vital, mais on garde du cru à l'intérieur. Par contre, ce n'est en aucun cas la cuisson au micro-ondes, la cuisson à la cocotte minute qui tue l'aliment et les vitamines en tout cas à cœur en quelques minutes. La friture dénature complètement l'aliment. Toutes les cuissons trop violentes dénaturent l'aliment et lui retirent son côté vivant. Donc, vos aliments, si vous souhaitez qu'ils conservent leur caractère sattvique, vous devez les cuire, ne pas les cuire peu, notamment si votre digestion nécessite des aliments cuits, mais d'éviter toutes les cuissons qui sont trop fortes, excessives, qui rendent l'aliment tamasique. Pour les personnes qui ont de gros problèmes digestifs avec les légumes, je recommande souvent de prendre des jus de légumes. Et très sincèrement, quand vous goûtez les différents jus de légumes que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin bio et que vous les comparez aux jus de légumes que vous faites chez vous avec un extracteur de jus, la différence est incomparable. Rien ne remplace un jus de légumes fraîchement pressé ou un jus de fruits fraîchement pressé. N'importe quel aliment, dès qu'il commence à se conserver, perd en qualité vitale, même le meilleur aliment du monde. D'ailleurs, quand vous faites vos courses en magasin, remarquez que certains aliments, par exemple la farine, la céréale, je disais que les céréales elles sont excellentes, qu'elles sont sattviques. Mais en magasin, vous pouvez trouver des farines qui sont là depuis 6 mois. Donc vous imaginez bien qu'en 6 mois, la farine a perdu ses propriétés énergétiques. Alors que bizarrement, si vous dites « je prends du grain de 6 mois que je viens de moudre », je dirais « c'est très bien ». Les grains se conservent très bien et conservent leur énergie tant qu'ils sont sous forme de grains. Dès qu'ils sont écrasés, ils perdent leur énergie. C'est pour ça qu'il peut être intéressant, notamment si vous en consommez beaucoup, d'investir dans ces machines, dans ces moulins à farine qui vous permettent de faire chez vous votre propre farine ou vos propres flocons fraîchement moulus, tout plein de vie. Et vous verrez que dans l'assiette et énergétiquement, la différence est flagrante. Un petit détail pour les gens qui ont des problèmes avec la digestion des légumes, ils ont probablement à rééduquer leur système digestif et notamment leur système enzymatique. C'est un travail qui est délicat, qui doit se faire
accompagné d'un thérapeute qui connaît ça, puisqu'il va falloir petit à petit réapprendre leur système digestif. Donc la solution des graines germées qui en général sont très digestes, des jus de légumes en premier, c'est une bonne solution. Et petit à petit, de prendre de plus en plus de légumes, toujours en mâchant bien, très bien. Petit à petit, votre système digestif va se mettre à fabriquer suffisamment d'enzymes pour bien digérer. D'autres personnes seront obligées de rester sur les solutions de repli, je dirais, que sont les cuissons douces. Donc, vous avez bien compris que dès qu'un gentil industriel s'occupe de vous préparer des aliments, en gros, il vous fait un aliment qui est dévitalisé, qui se conserve très longtemps, qui n'a plus de goût, mais auquel il aura rajouté gentiment plein d'exhausteurs de goût, sans compter les 2-3 machin chose qui ont pour fonction d'améliorer la conservation de l'aliment. Donc, l'alimentation industrielle n'est pas sattvique, elle est carrément tamasique. Prenons les petits pois. Vous prenez des petits pois frais, c'est plein de vie, c'est rafraîchissant, c'est agréable, on peut les manger comme ça. Vous prenez des petits pois en boîte, de la meilleure marque possible, vous voyez tout de suite la différence, c'est beaucoup moins bon. Même après cuisson, on n'arrive pas à quelque chose d'aussi agréable à manger, d'aussi vivant que des petits pois secs, pardon, des petits pois frais. Mais ce n'est pas tout. On peut aussi penser aux surgelés. Pour moi, les surgelés sont des bons compromis, puisqu'en général, on obtient des aliments qui contiennent un quart de la vie, et donc qui sont assez nourrissants, qui sont beaucoup moins nourrissants que des aliments qui ont été fraîchement cueillis. Mais hélas, dans les étals de nos magasins, on trouve très souvent des fruits et des légumes qui ont été cueillis depuis longtemps, voire même des fois depuis très longtemps. Une carotte à l'étal de votre magasin peut avoir 10 jours dans certains cas. C'est impressionnant. Vous imaginez bien qu'elle a plus beaucoup de vitamines qui servent à protéger l'oxydation et donc plus beaucoup de vie qui sert à vous nourrir et à vous permettre de vous dégager spirituellement. Ah bien sûr, quand je parle de surgelé, je ne parle pas de plats préparés industriels surgelés. Je parle du légume pur et simple, surgelé rapidement après la cueillette. Je parlais aussi des petits pois secs. Tout ce qui est séché contient déjà beaucoup moins de vie. Donc, je n'aurais pas tendance à classer dans le sattvique ou dans le très légèrement sattvique. Je ne le mets pas dans le tamasite, mais presque. Vous remarquerez que ce régime sattvique est un régime qui est principalement végétarien. Rudolf Steiner, le père de l'agriculture anthroposophique et de l'agriculture biodynamique plutôt, disait que le végétarisme sans travail spirituel était une mauvaise chose. En effet, pour lui, l'alimentation végétarienne favorisait, comme on vient de le dire, le développement du mental et du spirituel. Si vous ne travaillez pas spirituellement, c'est uniquement le mental, déjà trop présent, qui est alimenté, voire suralimenté. Ce qui fait que certaines personnes qui pratiquent le végétarisme mais qui n'ont aucune démarche spirituelle développent de façon incroyable leur mental et fonctionnent uniquement dans ce mode-là. Et ce n'est pas une bonne chose pour le développement personnel. On le voit très souvent chez ces végétariens qui ne mangent pas d'animaux par amour pour les animaux et qui sont en lutte permanente contre leurs frères humains. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ils devraient accompagner les personnes, les éduquer, leur expliquer pourquoi et comment améliorer leur alimentation et non pas les juger comme des coupables de méchants massacreurs d'animaux. Chacun agit aujourd'hui avec son niveau de conscience. Le travail de chacun, c'est d'élever déjà notre propre conscience et ensuite d'aider à ce que les autres élèvent leur conscience. J'ai remarqué une chose, c'est que plus les gens étaient élevés spirituellement, plus ils étaient végétariens. Mais à contrario, plus ils étaient végétariens et élevés spirituellement, moins ils étaient militants pro-végétariens. Quand ils étaient avec d'autres personnes non végétariens, ils faisaient leur travail d'information, d'explication, de sensibilisation, mais en aucun cas de jugement. Attention, je ne dis pas, pour être élevé spirituellement, il faut être végétarien ou végétalien. Non, non. J'ai juste remarqué que souvent, il y a un lien entre les deux.
mais je connais des personnes très élevées spirituellement et vraiment impressionnantes qui méditent 7 fois par jour et qui sont omnivores. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement, je vous dis que le végétarisme et le végétalisme favorisent, mais l'omnivorisme ne l'empêche pas du tout. L'alimentation rajasique vous donne l'énergie mentale et spirituelle. Mais peut-être avez-vous aussi besoin d'être plus ancré dans la matière, être plus dans l'action, ce que demande en général le monde dans lequel nous vivons. Il existe une alimentation qui favorise l'activité physique, la force, la passion, le désir. C'est l'alimentation rajasique qui contient beaucoup d'énergie raja, c'est-à-dire l'énergie de l'action. En excès, elle apporte l'agitation, la dispersion, le déséquilibre. Elle apporte aussi la violence et les excès dans tous ses sens. Une alimentation trop rajasique, trop de raja, mène à un déséquilibre de l'action. Il n'y a plus la pause du mental ou de la spiritualité. En consultation, je rencontre, surtout dans le cas de fatigue chronique, des personnes qui fonctionnent principalement avec cette énergie rajasique. Ils ne prennent des excitants en permanence. Mais hélas, trop d'excitants les poussent à fonctionner au-delà de leurs limites et finit par passer le moment de suraction, un moment de surfatigue. Donc trop d'aliments rajasiques est vraiment, vraiment un piège. Ce sont les aliments qui sont acides, amers, chauds, piquants, secs. Dans le détail, ce sont tous les excitants. Le café, le thé. Vous me direz le coca? Non, le coca est bien synthétique. Donc lui, il descend dans le tamasique. Vous avez l'ail, les oignons en cuisine, le poireau, l'aubergine, les épices fortes, tout ce qui donne une bonne énergie, qui donne un bon coup de fouet, font partie de cette famille rajasique. On a aussi le citron et le sucre. Alors attention, je ne parle pas du sucre blanc raffiné. Le sucre blanc raffiné, vous l'avez bien compris, fait partie de la famille tamasique. Simplement, c'est un élément qui nous empoisonne. Le sucre complet peut être considéré, et à condition de ne pas en abuser, dès qu'on retombe dans l'abus, on retombe dans le tamasique, le sucre complet, les sucres complets vont rentrer dans cette famille, puisqu'ils sont dynamisants. Mais là encore, dès qu'on en prend trop, ils deviennent tamasiques. Manger vite rend les aliments rajasiques. Tout repas pris rapidement, quelle que soit la nature des aliments, prendront une teinte rajasique. Bien sûr, s'ils sont tamasiques à l'origine, ils garderont la propriété tamasique, mais auront en plus cette dimension rajasique. On en parlera tout à l'heure. A l'inverse, quand vous mangez peu d'aliments rajasiques, ils deviennent sattviques. Pourquoi? Parce qu'ils sont dynamisants, mais s'ils sont en petite quantité, ils vont plutôt en premier dynamiser l'esprit que dynamiser uniquement le corps. Donc ils ne vont pas vous apporter l'agitation, mais au contraire amener une petite étincelle d'énergie qui favorisera l'énergie de vie, l'énergie mentale. Donc si au contraire un aliment rajasique mangé en petite quantité aura cet effet plutôt sattvique. Cela nous amène à la question sur l'équilibre entre ces trois éléments. Donc les dynamisants pour l'esprit, sattvique, les dynamisants pour le corps, rajasique, et ceux qui nous freinent, les tamasiques. En effet, il est très très difficile de ne manger qu'un seul type d'aliment. D'ailleurs, la plupart des aliments ont toutes ces propriétés, mais avec une propriété dominante. Un aliment sera principalement rajasique, mais pourra avoir un peu de tamasique ou un peu de sattvique. Donc, nous allons voir maintenant comment faire pour équilibrer notre alimentation d'un point de vue énergétique. Dans le cadre de mes ateliers et de mes consultations sur le thème de l'alimentation santé, sur le thème de l'énergie, je rencontre beaucoup de personnes qui ont ce schéma-là, qui vont prendre beaucoup d'aliments tamasiques et de l'autre côté vont compenser par beaucoup d'aliments rajasiques, c'est-à-dire beaucoup d'aliments plombants, alourdissants, et de l'autre côté beaucoup d'aliments excitants pour le corps. C'est un peu comme si ma voiture, je serrais le frein à main et pour pouvoir avancer, j'appuyais très fort sur l'accélérateur. Eh bien, je dépenserais énormément d'énergie pour arriver à un résultat plutôt moyen.
Eh bien, c'est ce que font beaucoup de personnes. On va voir en pratique quels sont les exemples de ce genre de mélange. J'ai eu en consultation un homme d'une quarantaine d'années qui vient me voir avec un niveau d'énergie extrêmement bas. Et pendant très longtemps, il fonctionnait avec des céréales, de la viande, puisque c'est dynamisant, et en plus, il prenait des cafés à longueur de journée. Il prenait facilement 7-8 cafés dans la journée. C'est-à-dire que d'un côté, il prenait des aliments qui étaient plombants, qui empêchaient son énergie, et de l'autre côté, il prenait des aliments, enfin surtout du café, mais il prenait aussi d'autres excitants, qui lui permettaient d'avancer malgré tout. Mais à force de traîner la lourde charge de ce qui l'empêchait d'avancer, eh bien petit à petit, son corps s'est épuisé et il s'est retrouvé absolument sans ressources pour faire quoi que ce soit. Et il est tombé dans le burn-out. Il faut avouer que beaucoup de personnes sont confrontées au mode de vie actuel qui demande de nous surpasser en permanence. Or, la seule façon de nous surpasser, ou pensons-nous en tout cas, c'est d'utiliser ce genre d'excitant. Mais petit à petit, ça nous épuise. Donc, il faut bien prendre en compte d'avoir une alimentation qui nous apporte suffisamment de nutriments. Mais pour dire, aujourd'hui dans ma pratique, sachant que je travaille dans la région parisienne où on a beaucoup de stress et un niveau d'activité qui est très élevé, eh bien, beaucoup de personnes, non seulement sont fatiguées énergétiquement, mais nutritionnellement. C'est-à-dire que je trouve des personnes qui sont carencées en magnésium, carencées en vitamine B. Et le jour où ils commencent à faire une petite cure de magnésium, vitamine B, ils retrouvent un niveau d'énergie, mais dont des fois, des personnes ont l'énergie qui passe du simple au double. C'est très impressionnant. Nous ne sommes pas sur ce sujet-là ce soir, donc je vous inviterai à regarder sur mon site internet. J'ai un excellent petit cocktail anti-stress, mélange de magnésium et de vitamine B que je recommande, qui pourrait peut-être vous aider déjà à solutionner, à retrouver de l'énergie si votre manque d'énergie est dû à des carences de vitamines ou de minéraux. C'est-à-dire que si vous avez de bonnes habitudes alimentaires, et nous allons voir très prochainement quelles sont les bonnes habitudes alimentaires à avoir. Donc si vous avez de bonnes habitudes alimentaires et que malgré tout vous sentez la fatigue augmenter, le moral diminuer, le mental, beaucoup de personnes à 40 ans ont l'impression que leur cerveau fonctionne de moins en moins bien. La plupart du temps, ce sont des personnes qui sont carencées. Souvent, on les reconnaît assez facilement. Ce sont des gens qui ont l'humeur en dents de scie, qui ont des grosses fringales de sucré, qui ont l'énergie qui diminue. Ces trois symptômes montrent, ou en tout cas laissent préjuger, surtout si par ailleurs ils mangent bien, une carence en vitamine B et en magnésium due uniquement à la sursollicitation de leur environnement. Bien sûr, si vous êtes moine bouddhiste en retraite, l'alimentation sattvique vous conviendra parfaitement. Mais si vous voulez faire face au rythme de vie quotidien, dans ce cas-là, vous allez devoir faire un mélange savant de sattvique, l'alimentation le plus élevant spirituellement et mentalement, mais aussi l'alimentation rajasique, suffisamment dynamisante pour faire face je dirais presque au feu quotidien, en tout cas à l'activité quotidienne. Donc concrètement, eh bien on va commencer par le petit déjeuner. Bon, beaucoup de personnes ont le petit déjeuner classique. Café au lait, avec du sucre bien sûr, tartine, pain, beurre, confiture. En gros, soit c'est du rajasique, soit c'est du tamasique. De l'excitant, du plombant. Donc en général, j'ai un coup de fouet juste après le repas, et 1 heure ou 2 heures après, je me sens plombé, j'ai un coup de mou, et dans ce cas-là, je vais reprendre un café ou n'importe quoi de sucré qui va me permettre de tenir encore 2 heures jusqu'au repas, où je vais finir par un dessert bien sucré et un bon petit café pour repartir, et ensuite l'après-midi, je continuerai ce cycle-là. Donc dès le petit déjeuner, vous lancez l'énergie de votre journée. Donc, par quoi remplacer ce fameux tartine, pain, beurre, confiture, si tel est votre quotidien? Alors, si on me demande le petit déjeuner idéal, il y en a plusieurs, on a l'embarras du choix même. Je vous passerai ce que font les Asiatiques, qui pourtant est excellent, qui est de faire un repas équilibré au petit déjeuner. C'est-à-dire que le petit déjeuner d'un Japonais actif est le suivant. Il va prendre un petit bol de soupe, un petit bol de légumes, un petit bol de riz et un petit bol de protéines, une omelette ou du poisson. Ok, je reconnais, il y a un peu de tamasique dedans.
On reparlera d'ailleurs des œufs et du poisson. Mais ça lui permet de tenir toute la matinée et d'avoir une bonne énergie. Mais peut-être vous êtes attaché à votre petit déjeuner plutôt sucré. Donc on va explorer plutôt ces possibilités-là. L'une des solutions que j'aime bien, c'est le miam aux fruits de France Guillain. C'est un mélange qu'on retrouve partout sur Internet, qui est une banane que je vais écraser pour la rendre bien digeste. Une pomme que je vais couper en petits morceaux. Je rajoute des fruits de saison. Donc je suis déjà à 3 fruits, et donc bien des fruits frais. Je vais rajouter un peu d'huile de colza, par exemple, pour apporter de l'oméga 3, des petites graines, donc on est encore dans le sattvique, des graines de courge, des graines de tournesol, des graines de lin, et je mélange tout ça, et je mange cette espèce de muesli, qui en général me donne de l'énergie pour toute la matinée, parce qu'il y a à la fois, il y a beaucoup déjà de sattvique, et un tout petit peu de rajasique. Le miam aux fruits est entièrement sattvique. Par contre, sa composition va faire qu'il va vous tenir l'estomac tout au long de la matinée. Donc en commençant votre petit déjeuner par un miam aux fruits, vous allez tenir toute la matinée sans avoir besoin de reprendre quelque chose en plein milieu de matinée. Et ensuite, le repas de midi, nous le verrons tout à l'heure, comment l'améliorer. Donc c'est un excellent petit déjeuner, je vous recommande de l'essayer. Peut-être vous n'avez pas le temps de préparer tout ça. Alors je vais vous donner le miam aux fruits du flemmard. Eh bien, vous prenez simplement une banane et vous allez la compléter par une bonne poignée de noix, d'amandes, de noisettes. Là encore, on reste entièrement dans le sattvique. Et c'est aussi un petit déjeuner qui, bien que plus simple, tient bien l'estomac. Pour la boisson, conservez, si vous en avez besoin, le café ou le thé. Mais beaucoup de personnes qui améliorent leur petit déjeuner comme ça s'aperçoivent qu'ils ont de moins en moins besoin d'avoir un excitant au petit déjeuner. Maintenant, un dernier petit déjeuner qui s'approche plus du tartine pain beurre confiture. On va garder le café ou le thé. Si le lait fait partie de vos habitudes, je vous recommande en termes de digestion d'essayer de le remplacer par un lait végétal. N'importe quel lait, la plupart des laits végétaux font bien l'affaire, sauf le soja qui a tendance à cailler dans le café. Essayez plutôt le lait d'avoine, le lait de noisette, qui en général se marie très bien, qui est très crémeux, qui rappelle vraiment le lait de vache, tout en étant beaucoup plus digeste quand il est mélangé avec le café. Si vous mettez encore du sucre dans votre café, vous l'aurez compris, préférez plutôt du sucre complet. Ensuite arrive le fameux tartine pain beurre confiture. Là, nous avons deux options. La première chose, c'est de mettre le pain, de remplacer le pain blanc, qui est indéniablement tamasique, par un pain qui est plus nourrissant, par des céréales complètes. Donc là, de prendre un pain complet au levain, ou mieux, un pain intégral au levain, qui contient l'intégralité du grain, qui a été digéré par du levain, donc qui rend digeste toutes les vitamines et les minéraux disponibles dans le blé à l'origine. Et sur cette tartine, vous avez deux options. Soit vous gardez votre beurre, mais à la place de la confiture complétée avec moitié fruits, moitié sucre, de prendre ces préparations à base de fruits qu'on trouve dans les rayons confiture, en tout cas en magasin bio, qui est composé 100% pur fruits. C'est-à-dire que vous avez vos fruits, par exemple les fraises, et le sucre est remplacé par du jus de pomme ou du jus de raisin, et l'ensemble est lié par une pectine, et on obtient une confiture qui est très savoureuse, mais qui ne contient pas de sucre raffiné et même pas de sucre rajouté. Donc vous mangez grosso modo une confiture à base de fruits avec du fruit. Vous gardez le beurre, puisqu'il fait partie du sattvique. Peu de personnes ont des problèmes avec le beurre. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec les autres produits laitiers. Le beurre, bizarrement, passe toujours bien. L'autre solution, si vous désirez enlever complètement les produits laitiers, eh bien, c'est sur votre tartine de pain complet de rajouter, par exemple, de la purée d'amande complète, qui est extrêmement savoureuse et qui cale bien l'estomac. Et avec ce petit déjeuner, tartine pain tartiné à la purée d'amande, vous allez avoir pas mal d'aliments qui sont de la famille sattvique, c'est-à-dire que vous aurez les graines, puisque la purée d'amande c'est des graines, ou la confiture 100% pur fruits, on reste dans le sattvique, même si c'est de la conserve, donc on commence déjà à perdre les propriétés sattviques.
Et le pain intégral au levain ou le pain complet au levain, donc bien sûr bio, aura tendance à être plus sattvique que tamasique. Le pain blanc est purement tamasique. C'est du plombant pur. Et vous gardez votre petit café pour démarrer, pour commencer. Donc c'est un petit déjeuner alternatif qui est, je dirais, la première marche vers une alimentation plus santé. Maintenant, le repas. Alors, quand je dis le repas, pour moi, le repas du midi et le repas du soir sont assez proches, bien qu'en général, le repas du soir est plus léger. Donc, si mon objectif est de faire du tamasique, non, mon objectif n'est pas du tout de faire du tamasique. Si mon objectif est de faire du sattvique, je vais prendre donc beaucoup de légumes et je vais prendre comme des protéines végétales. Donc, par exemple, je vais prendre des légumes, céréales, légumineuses, donc un repas de végétarien. Les légumes représenteront une bonne part, ce n'est pas une petite part décorative. Non, non, c'est la bonne moitié de votre alimentation. Le monde dans lequel nous vivons nous sursollicite en termes de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Donc, à moins de la moitié de votre assiette en légumes, vous aurez beaucoup de mal à avoir suffisamment de vitamines, de minéraux pour bien fonctionner. Et en tout cas, dans ma pratique, je vois énormément de Parisiens qui ne pourraient pas fonctionner, en tout cas d'avoir le rythme de vie parisien, s'il n'était pas soutenu par une supplémentation en vitamines et en minéraux, malgré une alimentation bien équilibrée qu'on va continuer à explorer. Donc, voilà, mon repas idéal, moitié légumes, une bonne portion de céréales complète, nous l'avons compris, et une petite portion de légumineuses pour avoir l'équilibre en termes de protéines et avoir suffisamment de calories pour bien fonctionner tout au long de la journée. Alors, bien sûr, quand je parle de céréales, je ne parle pas de cornflakes, hein, je ne parle pas de... même pas de pâtes. Les céréales vraiment doivent être le plus proche de la graine. Dans beaucoup d'alimentation traditionnelle, on retrouve ce mélange céréales-légumineuses. En premier, le couscous. On retrouve le couscous de blé avec des pois chiches. Le blé, c'est la céréale. Le pois chiche, c'est la légumineuse. Si on retourne chez les Indiens, nous avons le fameux dal. Nous avons donc le dal, c'est les lentilles. Donc les lentilles sont la légumineuse et la céréale, ça va être le riz. Le curry créole, lui, on retrouve des haricots, la légumineuse, et le riz, la céréale. Voilà, donc les céréales, ce sont des céréales vraiment, je vous invite à consommer des céréales complètes. Une petite parenthèse pour le riz, explorez, goûtez le riz rouge complet. C'est un des rares riz complets, pour moi, c'est l'un des meilleurs riz complets, simplement. C'est juste une petite expérimentation à faire. Pour les légumineuses, pour les lister intégralement, vous avez les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots, ce qui fait déjà une belle famille. Donc, mon assiette idéale, c'est moitié légumes, on va dire un bon quart de céréales, et le reste en légumineuses. Alors, dessert ou pas dessert? Eh bien, très sincèrement, le dessert est toujours le truc en trop dans le repas. Ça vous apporte des calories, le plus souvent vides. Il y a peu de desserts qui soient vraiment santé. On parlera des fruits tout à l'heure, tout de suite après. Donc, souvent, le dessert est le truc en trop du repas. C'est bien souvent la chose qui finit par rendre un repas trop lourd, trop indigeste et qui vous donne un coup de pompe après le repas et qui vous oblige de repartir avec un petit café pour redonner le coup de fouet malgré une digestion lourde. Si vous faites cette assiette-là seule, eh bien vous allez vous trouver en sortie de repas suffisamment léger, particulièrement si vous n'oubliez pas de bien mâcher. Parce que quand vous ne mâchez pas des céréales et des légumineuses, c'est beaucoup plus dur à digérer. Donc vous me dites, oui, je ne vais pas prendre un dessert sucré, mais je vais prendre des fruits. Il y a un débat, les fruits sont-ils bons ou pas après le repas? Je vais vous répondre franchement, ça dépend. Ça dépend de vous, de votre système digestif. Donc le plus simple est d'essayer. Prenez un fruit après le repas, si vous voyez que ça a tendance à vous faire ballonner, de vous faire gonfler, de vous faire mal au ventre, c'est que ça ne correspond pas à votre système digestif. Ça veut dire que le fruit fermente trop rapidement dans votre estomac et que ça vous pose des problèmes digestifs. Dans ce cas-là, évitez de prendre des fruits à la fin du repas.
Par contre, vous pouvez très bien prendre un fruit et le consommer 2 heures après. Là, vous en profiterez pleinement. Ou peut-être même, vous auriez dû le prendre 2 heures avant, pour le petit 10 heures, de prendre une petite pomme, une petite banane, en collation de 10 heures. Ce qui fait que vous seriez arrivé au repas de midi avec moins de faim. Et donc, vous auriez naturellement mangé moins. Donc, moi, personnellement, j'évite les fruits après le repas. J'ai une petite astuce, quand je cuisine chez moi, je mange mon fruit avant de cuisiner. Ce qui fait que je mange mon fruit, il arrive dans mon estomac dit il n'y a rien, il n'y a pas de protéines, c'est pas pour moi, donc il les envoie dans les intestins. Mes intestins profitent pleinement du fruit, le temps que je finisse de cuisiner. Et quand je commence à manger, eh bien, je ne suis plus aussi affamé, donc je vais manger beaucoup plus posément, beaucoup plus dans le plaisir, et j'aurai déjà mangé toutes les vitamines et minéraux du fruit. Maintenant, vous êtes peut-être pas végétarien, vous êtes plutôt omnivore, ce n'est pas un problème. Je vais vous inviter à expérimenter de faire idéalement au moins un repas végétarien pour ressentir votre état lorsque vous mangez plutôt végétarien. Mais je vais vous donner l'assiette omnivore. Donc mon assiette omnivore va être principalement constituée de légumes, je dirais les 2/3. Donc c'est une bonne dose de légumes et le reste va être partagé entre votre protéine et votre céréale ou mieux votre légumineuse. Pourquoi les légumineuses? Eh bien figurez-vous que les légumineuses, c'est plus de protéines, plus de vitamines, plus de minéraux et moins de glucides que les céréales. Or, mis à part si vous êtes un travailleur de force, si vous êtes un maçon, vous n'avez pas besoin d'énormément de calories. Or, en prenant des légumineuses, vous apportez à votre corps plus de vitamines, de minéraux, et vous prenez des choses qui sont forcément complètes, puisque dans la grande majorité, les légumineuses sont complètes. Donc, ça fait pas tamasique, la viande et la petite portion tamasique, et par contre, l'énergie est compensée par le reste de légumes et le reste de céréales ou de légumineuses complètes. La même chose, même pour un omnivore, le dessert et le petit plaisir en plus. C'est le petit truc en plus, voire en trop. Donc, je vous invite à le faire de temps en temps pour le plaisir. On n'est pas là pour se priver du plaisir. Mais le faire systématiquement, c'est faire systématiquement quelque chose qui est fragilisant et qui, à la longue, finira par nous coûter. Ce qui est intéressant d'ailleurs à propos des desserts, beaucoup d'études, alors des desserts, la plupart des desserts sont sucrés. Or, plusieurs études montrent que, au-delà que les sucres ont un effet fragilisant. C'est-à-dire quand vous prenez du sucre, votre corps, pour le brûler, va être obligé de consommer ses vitamines, ses minéraux. Mais ce n'est pas tout. Lors du pic de sucre, votre système immunitaire a tendance à s'écrouler. C'est-à-dire que vous devenez plus faible. Donc, les produits sucrés sont fragilisants. En plus, on sait que le sucre, les produits sucrés, sont la nourriture du cancer. Donc, évitez autant que faire se peut ces aliments qui sont, ces shoots de sucre en quelque sorte. Maintenant, si vous les remplacez par des fruits, donc qui vous permettent d'apporter le goût sucré, mais pas l'explosion de sucre, vous irez vers la santé. Les fruits sont santé, sont énergisants. Le sucre est excitant tout en étant en plus plombant. Ensuite, c'est souvent j'ai ce petit pic de waouh, je suis bien, suivi du pic oh, je suis crevé. Je vais reprendre un petit quelque chose. C'est donc ce cycle infernal du sucre et qui, à la longue, devient fragilisant pour le système immunitaire, face à tous les agresseurs et aussi face à l'énergie, puisque petit à petit, on grille et on vide notre stock de vitamines et de minéraux. Voilà. Et il faut être conscient que cette habitude qu'on a de donner à nos enfants le petit plaisir sucré systématiquement, de donner des bonbons en récompense, eh bien, on en fait des futurs petits drogués au sucre. Voilà, qui, à la longue, seront fragilisés. Et aujourd'hui, on consomme simplement... Aujourd'hui, un Français consomme 32 kg de sucre. À la fin de la guerre, juste à la fin de la guerre, on était à 1 kg de sucre par habitant. Donc notre consommation a explosé. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. On est en train de rejoindre les Américains qui, eux, sont carrément à 54 kg de sucre. Donc, faites attention pour vous et faites attention aussi à vos enfants.
le sucre, les plaisirs sucrés, ce sont des plaisirs qui coûteront à la longue à vos enfants et à votre santé. Oui, je disais bien 32 kilos à l'année. C'est quand même impressionnant. Ça veut dire que quasiment chaque mois, il y a entre 2 et 3 kilos de sucre qui sont consommés purs. Et je ne parle pas des glucides qui sont récupérés, des farines raffinées, des choses comme ça. Le goûter. Alors, il peut être très intéressant de prendre un goûter. Parce que si vous faites que 3 repas, vous êtes obligé de faire 3 gros repas. Or, en répartissant votre alimentation sur 4 repas ou 5 repas, pour les gens qui font une petite collation à 10 heures, c'est un excellent moyen de faire des petits repas très digestes et donc d'avoir beaucoup d'énergie tout au long de la journée. Les Asiatiques qui conçoivent, notamment en médecine chinoise, où l'alimentation est conçue comme un principe de santé. C'est-à-dire que la cuisine chinoise est conçue comme une cuisine santé. C'est pour ça, par exemple, que les desserts chinois ne sont pas extraordinaires, puisque un dessert, ce n'est pas santé. Donc, les Chinois ne font pas de dessert, pour résumer. Oui, donc en médecine chinoise, on a tendance à considérer qu'on doit sortir de table avec une légère sensation de faim. C'est-à-dire que notre estomac, normalement, après un repas, on devrait garder une petite sensation de « oh, j'aurais pu manger plus ». C'est très intéressant et ça correspond à la physiologie humaine. Si vous regardez en anatomie, l'estomac ressemble à un gros haricot et l'entrée de l'aliment, des aliments, donc de l'œsophage, arrive un peu plus bas que le sommet du haricot. Ce qui fait que normalement, quand vous mangez suffisamment, vous avez toujours un petit volume d'air. Et bien ce petit volume d'air sert à mieux digérer, permet à l'estomac de faire son travail de brassage. Exactement comme votre machine à laver. Si vous la remplissez trop, si vous la bourrez à fond, ben, elle ne va pas se laver puisque les choses ne bougeront pas. Et bien c'est la même chose dans votre estomac. Il faut garder ce petit espace, ce petit vide qui permet d'avoir une meilleure digestion. Ce qui fait qu'en général, les Asiatiques considèrent qu'ils ont fait un bon repas, quand après le repas, ils peuvent faire n'importe quelle activité sportive, que leur estomac n'est pas plombé par la digestion. Donc, je reviens à mes 4 repas ou 5 repas par jour. Là encore, on s'inspire de la médecine chinoise. Alors, leur principe est de dire, si je fais des petits repas, je ferai des petits repas légers, faciles à digérer, qui en 2 heures seront digérés, mais qui ne m'auront pas coûté beaucoup d'efforts digestifs. Donc, je n'aurai pas mis beaucoup d'efforts pour récupérer l'intégralité des vitamines et des minéraux. Si par contre, je ne fais que 3 repas, ou comme certaines personnes, 2 repas, eh bien, mon corps doit faire beaucoup plus d'efforts digestifs. Mes fameuses enzymes, qui sont limitées en un instant, peuvent se trouver saturées. Et là, je me retrouve avec les symptômes d'une mauvaise digestion, le ventre qui gonfle, des gaz, le ventre qui me fait mal. Et dites-vous bien que dès que vous ressentez ces symptômes-là, ça veut dire que la digestion s'est mal passée. En général, les calories sont rentrées parce que le corps est optimisé pour récupérer les calories, puisque à l'état sauvage, les calories sont tellement rares que le corps, et tous nos systèmes sont faits pour récupérer les calories. Mais par contre, les vitamines, les minéraux, qui normalement à l'état naturel sont abondance, eux ne sont pas assimilés. Donc dites-vous bien que si vous avez le ventre qui gonfle, si vous avez des remontées, si vous avez la diarrhée ou au contraire la constipation, eh bien a priori votre digestion se passe mal. Donc vous devez redéfinir votre alimentation pour que l'alimentation soit plus agréable et qu'elle vous apporte enfin les vitamines et les minéraux qui vous sont nécessaires. Le cas le plus symptomatique et le plus courant, c'est j'ai le gros coup de pompe après le repas. Ça veut dire que mon estomac doit faire tellement d'efforts pour digérer que c'est bien simple, il prend l'énergie de mon cerveau, de mes muscles, de mon système immunitaire. Donc, trop manger nous fait perdre de l'énergie, ne nous en apporte pas. Donc, les Chinois considèrent, enfin les Asiatiques en général, considèrent qu'on doit sortir de table léger. Or, l'une des solutions, c'est plutôt que de faire 2 ou 3 gros repas qui vont me coûter très fort en digestion, eh bien je vais faire plutôt 4 ou 5 petits repas qui à chaque fois seront digérés très rapidement, puisque aucun d'entre eux ne prendra l'intégralité de mon potentiel digestif. Bien sûr,
je crois que j'ai déjà dit, en mâchant bien. Donc, il peut être judicieux de faire 4 ou 5 repas. Si c'est 4, bien, c'est juste rajouter un 4 heures. Souvent, ça tombe bien, c'est le moment où on a des grosses fringales après une dure journée. Ou ça peut être le 10 heures aussi, qui nous permet de repartir, de revoir un petit peu plus d'énergie. Donc, si c'est un 10 heures, c'est très simple. Ce sera par exemple un fruit et quelques noix, d'amandes, de noisettes, qui vont nous apporter que des aliments qui sont santé. Si c'est le 4 heures, on peut très bien reprendre la même chose. Par exemple, moi j'aime beaucoup en 4 heures une banane, des noix, des amandes, des noisettes. C'est déjà un petit 4 heures qui remplit bien l'estomac. Les gens qui ont des grosses fringales de sucré et qui ne savent pas quoi faire, eh bien, plutôt que d'essayer de s'empêcher de descendre un petit paquet de petits biscuits, un paquet entier de biscuits, ou une tablette de chocolat, je leur recommande de se faire le 4 heures suivant. Alors quand je dis 4 heures, ça dépend du rythme de vie. Pour beaucoup de personnes, c'est plutôt 17-18 heures. Et je connais des personnes qui ont un rythme de vie tellement décalé que c'est un 21 heures. Voilà, c'est en général ce petit repas de fin de journée ou un peu avant la fin de journée. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour faire un repas si j'ai des fringales? Pour couper mes fringales, eh bien, je recommande donc un fruit comme une banane, de rajouter 2 carrés de chocolat noir, qui en plus est très bon pour le moral, mais du vrai chocolat noir, 75% au moins. Et, si possible, cru. Donc, on revient vers une alimentation peu transformée. Une petite tranche de pain complet, alors qu'il peut être du pain sans gluten si j'ai un problème avec le blé ou le gluten, bien sûr, et sur lequel je vais tartiner, par exemple, ma purée d'amandes, voilà, qui est un bon moyen de bien se caler l'estomac. Ou alors, je peux remplacer la tartine et la purée d'amandes par une bonne poignée de noix, d'amandes, de noisettes, et puis peut-être 2-3 petits fruits secs, et quand même un fruit frais, qui est toujours plus énergisant. Nous arrivons donc au repas du soir. Alors, pour le repas du soir, c'est le repas qui a le plus, si vous êtes omnivore, c'est le repas qui devrait être plutôt végétarien. Donc, reprendre l'harmonie dont j'ai parlé pour midi, c'est-à-dire ma moitié de légumes, céréales, légumineuses. En général, ce repas est suffisant. Chez certaines personnes, notamment celles qui ont fait le gros goûter, peuvent très bien se contenter. Le gros goûter, je précise en passant, les amandes, les noix, les amandes et les noisettes apportent une bonne dose de protéines. Donc le corps a eu suffisamment de protéines, et ce qui fait que le soir, on peut se contenter quasiment d'un repas où je vais avoir principalement des légumes et un peu de légumineuses ou de céréales, juste pour donner un peu de consistance au plat, mais qui sera suffisant. L'essentiel, c'est de trouver l'harmonie qui apporte, qui soit suffisamment rassasiant, donc qui me remplit suffisamment l'estomac, sans le faire exploser, qui soit bien digeste et qui ne me donne pas la sensation de faim. L'idée n'est pas de se réveiller en pleine nuit affamé. Si vous faites partie des personnes, il y a des personnes qui ont besoin d'énormément de protéines. Eh bien, je parlais tout à l'heure des œufs et des poissons. Alors, l'Ayurveda les place dans la famille des tamasiques, qui abaissent la conscience. Très sincèrement, souvent, je recommande aux gens qui souhaitent réduire la viande, mais qui ont besoin structurellement de la viande. En général, ce sont des gens qui ont une musculation et un squelette qui est plus large que la moyenne. De remplacer les viandes rouges, qui sont assez remplies de toxines, par justement la viande de poisson ou les œufs, qui pour moi restent un compromis acceptable. Je dirais que le poisson et les œufs sont beaucoup moins tamasiques que la viande rouge. Et les poulets, les volailles vont rester en intermédiaire. Donc, si vous désirez avancer vers une alimentation plus énergisante, mais que pour vous les protéines sont nécessaires, eh bien, vous avez cette solution-là, des œufs d'un côté, des poissons de l'autre, un petit peu de fromage de temps en temps, et si un jour votre protéine c'est du poisson, le lendemain votre protéine c'est des œufs, et le surlendemain votre protéine c'est du fromage, avec cette rotation-là vous avez des apports qui sont suffisants.
suffisamment rassasiant aussi pour vous, et vous maintenez une alimentation qui globalement est très énergisante. Donc pour résumer, une alimentation plus énergisante, favorisant la spiritualité, c'est une alimentation qui est riche en aliments vivants, en aliments frais, en fruits, en légumes, en céréales, et qui est limitée en termes d'aliments morts, d'aliments dévitalisés, d'aliments transformés, dénaturés. Voilà. Par contre, soyez bien conscients, ce n'est pas l'alimentation qui va élever votre conscience. C'est plutôt une démarche globale qu'il faut avoir. C'est-à-dire que dans le cadre de votre travail personnel, dans vos recherches, eh bien, l'alimentation fait partie des choses qui vont faciliter. Avoir un corps qui fonctionne bien, avoir un esprit qui est dégagé, eh bien, vous permet de faire votre travail personnel. D'être engorgé, si au contraire vous êtes engorgé dans votre souffrance physique uniquement à cause d'une alimentation inadaptée, vous aurez beaucoup plus de mal de travailler sur votre évolution personnelle. Donc, quel choix voulez-vous faire? J'ai appris plein de choses avec la conférence de Stéphane Tétart et j'ai aussi des questions. J'imagine que c'est aussi votre cas. Vous pourrez lui poser les questions, il attend chez lui pour les répondre. Rendez-vous dans quelques instants dans la partie questions-réponses. Et rappelez-vous que les packs du sommet de la conscience sont disponibles. Et pour plus d'informations, vous pouvez faire clic en bas de cette page. À demain.